de nous avoir invités ici et du coup, j'aimerais bien que tu nous présentes le lieu et que tu te présentes aussi ainsi que ton travail. Merci à vous d'être venus. Et alors ici, on est dans l'atelier de Laurel Roustin, qui est donc une artiste plasticienne qui m'a invitée au moins pour l'année à travailler avec elle dans son lieu, où pour l'instant on partage cet espace pour y exposer notre travail en cours, recevoir des gens qui sont intéressés par notre pratique, d'autres artistes, des acteurs culturels locaux. Donc on est à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et moi, je suis Flo Théasbailly. Je suis artiste vidéaste. Et pour présenter ma pratique, c'est une pratique qui est assez hybride et qui évolue beaucoup en ce moment, que je découvre en même temps que je fais les choses. Puisque à la base, je viens du cinéma, j'ai été assistante caméra, puis après, je suis passée à la réalisation, écriture de scénario, donc en région parisienne, à Paris principalement. Et puis, je viens d'ici, des montagnes Pyrénées. Et en 2016, j'ai vraiment eu une sorte d'appel où il a fallu que je rentre dans les Pyrénées parce que j'avais besoin de nature, des montagnes et de revenir un peu vers des racines, mais ça on en parlera tout à l'heure, c'est un concept qui est un peu compliqué chez moi. Et c'est vrai qu'en revenant ici, j'ai fait des clips, mais c'était pas satisfaisant et en y réfléchissant bien, finalement, tout cet aspect fiction, de raconter des histoires avec une narration vraiment très précise d'un film, d'un court-métrage, ça m'avait jamais vraiment satisfaite non plus. Enfin, il y avait quelque chose que je cherchais, des choses que j'arrivais pas à dire ou que j'arrivais pas à exprimer sous cette forme-là. Mais la forme de la caméra, de l'image animée, c'était ça, mais c'était pas tout à fait ça. Et donc là, j'ai fait une sorte de longue recherche où je tournais des images pour moi sans savoir quoi en faire. Et puis, au fil des rencontres, j'ai commencé à rencontrer des photographes et ensuite des artistes qui sont d'ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, l'art vidéo, c'était ça que je cherchais en allant vers le cinéma au début. Et donc, cette image animée, ces images qui bougent et qui montrent des choses, mais détaché de cet aspect narratif où il faut un scénario, il faut toute une équipe. Et donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, je fais de l'art vidéo, je fais aussi de la photo. Et je prends un virage qui est de plus en plus plastique avec de la performance qui intervient de temps en temps. Et je ferme aucune porte, je sens que ça peut... T'expérimentes, quoi. Voilà, T'expérimentes. je suis dans l'expérimentation, ouais. Mais c'est un parcours hyper intéressant parce que finalement, je me dis que quand tu es même réalisatrice ou scénariste, en fait, la structure, ça dépend pour qui, mais peut-être que parfois, pour certaines personnes, ça peut être un frein à la créativité, même si ça permet d'avoir un cadre, peut-être pour certaines personnes, devoir finalement correspondre à un cadre, ça les emprisonne plus qu'autre chose, alors que peut-être que les images ont d'autres choses à raconter que dans le cadre d'un scénario, mais juste peut-être pour quelque chose de plus sensoriel, en fait, plus individuel aussi, peut-être plus personnel, parce que du coup, tu parles différemment, ton vocabulaire, il est différent. Quand c'est scénarisé, forcément, même si les messages ne sont pas toujours compréhensibles, le message, il est beaucoup plus direct, alors que là, quand tu laisses libre cours à ton imagination, à ce que tu as envie de capter, à ce pourquoi tu es sensible, finalement, le message, il est soumis à interprétation de tout le monde. Ouais. Puis après, il y a peut-être une différence aussi avec le fait de travailler pour soi, parce que voilà. Ça change beaucoup de choses. Travailler pour les autres, c'est un moteur. Puis je trouve que
Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien cette pratique-là, mais parce que quelque part, à des moments où peut-être je manquais de confiance en moi, le fait de travailler à travers le prisme de quelqu'un d'autre, ça me permettait de cacher finalement peut-être mes faiblesses sur la confiance que j'avais dans mon travail. Et finalement, plus j'avance, plus je me dis que j'ai plus à y gagner, de travailler pour moi et de faire mes images pour moi aussi, et puis de faire des choses qui m'animent vraiment, parce que finalement, j'ai besoin aussi de m'envoler un petit peu dans mon travail. Donc, je vois très bien la démarche que tu peux avoir vis-à-vis de cet art-là. Est-ce que tu as parce que tu parlais tout à l'heure du goût de Racine, est-ce que tu as des sujets de prédilection où tu t'es aperçu que tu avais tout un vocabulaire d'art visuel C'est vrai que, bon, déjà, pour revenir juste sur ce que tu as dit sur le côté sensoriel, effectivement, je me suis assez vite rendu compte que les images, elles me venaient sous cette forme-là. Et c'est ce qui me gênait dans l'aspect scénarisé, parce qu'il y a un côté... on assemble des images parce qu'elles doivent raconter quelque chose, alors que moi, il me venait des sortes de flashs, en fait, et des choses très, très courtes. Juste, même des fois, une image comme ça... une main qui tombe, ou un mouvement, juste un mouvement comme ça. Et des fois, j'essaie de le faire rentrer au chausse-pied dans une histoire pour que ça veuille dire quelque chose, alors que finalement, l'image, elle veut peut-être dire quelque chose juste par elle-même, et d'aller explorer le côté symbolique d'une image en mouvement, mais juste un simple mouvement que je fais tourner en boucle. Bien souvent, le motif de la boucle et du cercle est très important dans mon travail. Je trouve que ça se suffit à lui-même, et c'était vers ça que j'avais envie d'aller, et pas forcément ce côté d'assemblage, mais ce côté d'essentialiser les images pour le côté uniquement symbolique. Donc voilà, déjà, ça donne des indices sur quoi je travaille. Après, donc pour revenir aux racines, c'est un sujet qui est assez central pour moi. Parce que, si tu m'avais posé la question de sur quoi je travaille il y a quelques mois de ça, je t'aurais dit que je travaille sur le féminin, je travaille sur le rapport que les femmes peuvent entretenir avec la nature, peut-être le côté environnement, etc. Et ça reste vrai encore aujourd'hui. Mais je me suis fait la réflexion là dernièrement. En fait, mon travail se concentre beaucoup autour du territoire et du lieu Pyrénées, de la montagne. Pour moi, c'est rattaché à cette idée du féminin. Je le rattache à la montagne. L'environnement, c'est la montagne aussi. Et le territoire et les traditions, la culture d'ici qui est assez particulière. Et les racines, je disais que j'avais un rapport assez compliqué à ça. Enfin, compliqué, peut-être pas compliqué, mais complexe en tout cas, parce que je suis adoptée. Donc, sur ma carte d'identité, je suis pas née ici, en fait. Je suis née dans les Pyrénées. Je suis pas née dans les Pyrénées, lapsus. Tu vois, j'ai tellement envie d'être née que, voilà. En fait, je suis née à Nîmes, mais voilà, c'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire. J'y suis jamais retournée de façon consciente. Et puis tu t'es construite ici. Et je me suis vraiment construite ici. J'ai passé 2 jours de ma vie à Nîmes, et ensuite je suis arrivée dans les Pyrénées. Donc c'est vrai que à chaque fois, pour X raisons, on doit souvent donner le lieu de naissance. Il y a toujours ce truc de Nîmes, mais c'est pas juste, en fait, ça sonne pas juste. Et en fait, la toute première vidéo que j'ai faite sous un angle art contemporain, on va dire, avec d'autres codes que ceux du cinéma, je vais dire plutôt, c'est une cérémonie de naissance que j'ai mise au point en faisant des recherches sur tout type de rituels qui entourent la naissance dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient assez loin dans le temps, on se rend compte que
Et ils se ressemblent tous, en fait, ces rituels. Plus ils sont anciens et plus ils sont similaires en Europe, en Asie, en Afrique, enfin voilà. Et comme quoi, il y a une sorte je te parlais d'essentialiser les choses tout à l'heure, il y a une sorte d'essence de... quand on est des êtres humains depuis très très longtemps, on a envie de symboliser ce passage qui est la naissance en l'accompagnant de rituels. Donc le rituel sur lequel je me suis basée le plus largement, c'est une cérémonie qui a été publiée dans un livre qui a été écrit par une chamane aborigène. Okay. Et voilà, qui conseillait de... alors, il y a beaucoup de rituels de ce type qui consistent à enterrer le placenta une fois qu'il a été détaché de l'enfant. Et en fait, on fait ça partout dans le monde, finalement. Nous, on l'a oublié en Europe. Ah oui, je n'aurais pas imaginé qu'en Europe, c'était pareil. En Europe, il y a plein de choses aussi. C'est juste que ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, mais à un moment donné, on l'a fait aussi. En plus, il y a un vrai rejet du placenta, où on considère que c'est vraiment un déchet. C'est un déchet. À l'hôpital, c'est un déchet qu'on incinère. On n'a même pas le droit légalement de le récupérer. Ce qui est fou, parce que c'est une partie du corps. Je sais pas, je trouve ça super étrange qu'on n'ait même pas le droit. Oui, c'est ça. Comme s'il y avait pourtant, il n'y a pas vraiment de risque de contamination ou un risque médical, du coup, je ne comprends pas bien. C'est très... tu as bien le droit de récupérer ta dent chez le dentiste, pourquoi tu n'as pas le droit de récupérer ton placenta? Oui, ça paraît très étrange, ça a réveillé une certaine colère en moi d'ailleurs, toutes ces recherches autour de la naissance, parce que je suis aussi tombée sur beaucoup de récits de violences gynécologiques et obstétriques, je crois qu'on dit. Et donc chez nous la naissance est très médicalisée et très compliquée, alors que justement ces rituels ils avaient pour fonction d'adoucir ce passage qui est c'est pas rien quand même. Et donc souvent on enterrait le placenta, alors soit sous un arbre, soit dans un espace qui était sacré, comme on enterre les gens dans des espaces désignés quand ils sont morts. On faisait la même chose avec le placenta. Et pour cette chamane, c'est hyper important parce que ça détermine ton lien à la terre pour le chemin que tu as à parcourir dans ta vie, pour toujours être rappelé d'être sur ton chemin et recevoir l'aide et le soutien de la terre dans ce trajet. Et donc voilà, moi je l'ai adapté dans les Pyrénées, mais il y avait des choses qui ne correspondaient pas à l'espace dans lequel je me trouve. Ça ne ressemble pas trop à l'Australie, qui a des paysages bien divers d'ailleurs, mais voilà, j'ai adapté ça avec énormément de respect pour cette tradition qui vient de l'autre bout du monde, en essayant d'y inclure justement ce que j'avais trouvé dans mes recherches qui avait été pratiqué en Europe, quoi. Et donc j'ai fait un enterrement de placenta symbolique, puisque évidemment le mien, j'ai pas pu le récupérer. Avec des racines d'arbres qui avaient été mises à jour par une crue. Il y avait du crin de mes chevaux, une pierre, et puis de la matière organique, quoi, mes cheveux, mes ongles, du sang. Oui, une manière de renaître en fait, faire ta renaissance. Et ici. Exactement, voilà. Là où tu avais envie de Là où naître, j'avais envie de naître. Oui, parce que du coup, le fait de travailler avec quelqu'un, ça t'oblige forcément déjà à devoir expliquer des choses qui ne sont pas toujours explicables, puisque c'est des choses que tu ressens, et puis il y a une part d'intuitivité aussi, de spontanéité dans le travail que tu fais. Voilà. Si tu es obligé d'aller expliquer au cadreur, attends, je vais aller faire ça, enfin, c'est compliqué. Puis en plus, le filtre humain,
il apporte forcément sa patte. C'est-à-dire que c'est difficile de tomber sur quelqu'un qui soit complètement neutre ou qui partage tellement ta vision qu'il arrive à comprendre finalement tout ce que tu as envie de transmettre à l'intérieur de la vidéo. Ouais. Ça, c'est hyper compliqué. Il y a toujours... ce sont de multiples filtres pour arriver à un résultat où il faut être sûr voilà. Surtout quand c'est artistique. Je crois quand c'est un film, comme de toute façon, le but, c'est le scénario. Je crois qu'on arrive quand même à peu près à cadrer tout le monde pour arriver dans l'angle du scénario. Mais quand tu veux faire de la créa pleinement artistique et qu'en plus ça t'implique toi, c'est très compliqué d'essayer de faire comprendre à quelqu'un ce que c'est que d'être toi. C'est en tout cas, dans ma tête, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment. Donc, c'est vraiment le mot que tu as utilisé, c'est filtrer. Et sur le moment, je ne peux pas filtrer parce qu'en fait, je crois que j'arrive... c'est un long processus pour moi de filtrer. Il y a cette part d'intuition qui est énorme où je sais à peu près où je vais mettre ma caméra. Mais sur le moment, je peux décider, la lumière, finalement, elle est mieux là-bas, parce qu'en plus, je tourne en lumière naturelle. Donc, finalement, je vais la déplacer. Et puis, j'avais prévu de faire ça, mais sur le moment, je le sens autrement. Donc, je le fais autrement et je me laisse beaucoup guider, je me laisse surprendre par des choses qui se passent comme ça. Puis, jusqu'au montage, en fait, jusqu'au bout, des fois, il se passe des trucs dans le montage que je n'avais absolument pas prévu. Des fois, j'arrive à quelque chose... ça me plaît, ça me satisfait, mais ça ressemble pas du tout à l'idée première. Et voilà, ça a fait un chemin, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent tout au long des étapes, etc. Oui, parce que finalement, la vidéo, c'est pas la finalité, c'est le processus, en fait. Oui. C'est-à-dire, c'est tout un processus où tu te laisses libre cours à ton imagination, aux émotions que tu ressens, aux endroits que tu vas filmer, et puis aussi à tout ce que toi, tu as envie de faire, puis en fonction de ton mood aussi, j'imagine que l'humeur... en fait, c'est ça. J'ai remarqué que je choisissais une musique pour chaque montage. Au début, je commence à faire le montage et j'écoute un peu ce qui me passe par la tête, ce que j'écoute en ce moment. Et puis, au bout d'un moment, il y a un morceau qui va... vraiment collé avec ce que je suis en train de faire. Il y a une sorte de rythme qui va bien et je le garde quasiment jusqu'à la fin. Donc toutes mes vidéos, elles ont leur bande-son particulière, puisque le son, je le fais vraiment après, une fois que l'image est terminée. Comme ça me permet de ne pas être influencée, de ne pas caler du montage sur le son, parce que c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout vers ça que je veux me diriger. C'est vraiment deux entités à part que ensuite Oui, c'est pas un au service de l'autre, c'est deux entités à part entière qui peuvent faire une troisième entité en combinaison, qui forment l'installation en fait, c'est qui est en général, j'essaie de montrer ça dans des espaces un peu clos et sombres. Il y a cette idée de la grotte. C'est pour ça que j'aime bien cet atelier qui est en sous-sol. Ça crée des ambiances, d'ailleurs. Ici, quand on allume tout l'install, on coupe la lumière et il y a le bruit du vidéo proche, il y a le bruit de ma petite fontaine, il y a le son de cette installation, c'est les bruits d'eau, et puis il n'y a pas de lumière, il y a juste la lumière des écrans, la lumière de cette lampe, et on est plongé dans un truc, et c'est très sensoriel. C'est une immersion. Oui, c'est une immersion, et j'aime bien faire ça. Donc au départ, j'avais justifié un peu pour toutes ces raisons le fait de... je me disais simplement, c'est plus pratique de me mettre en scène moi, quoi. Et en fait, plus j'ai avancé, et ça fait un petit moment que je l'ai compris ça maintenant, donc j'essaie de me diriger, de voir jusqu'où je peux aller là-dedans. C'est pas anodin de mettre en scène son propre corps. Et sa propre image, et de récupérer une sorte de maîtrise et de contrôle sur la... Alors bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase d'abord. Une sorte de maîtrise et de contrôle sur la représentation et l'image qu'on projette de son propre corps, même si ça reste compliqué, parce que la façon dont elle reçoit les images que tu présentes, ça, t'as aucun contrôle dessus, de toute façon, quoi qu'il se passe. Mais c'est quelque chose d'intéressant
et d'assez puissant finalement voilà, de dire moi mon corps j'ai envie que vous le voyez comme ça, dans ce contexte-là, filmé comme ça, monté comme ça, avec ce son-là. Et en fait, tout ce que vous voyez là, sur cette vidéo, dans le cadre de cette installation, c'est une suite de décisions que j'ai prises moi-même par rapport à ma propre image. Puis en même temps, de lier ça à une sorte de... Comment dire de sacré, en fait, finalement, de divin, un petit peu, d'essayer d'ancrer ça un peu dans une certaine spiritualité qu'on a peut-être justement perdue, nous, dans les pays un petit peu trop, peut-être... je sais pas, industrialisé, hospitalisé, je sais pas quel mot employer. En tout cas, on a perdu c'est pas forcément qu'on l'a perdu, mais en plus en France, on a une histoire particulière avec cette idée de laïcité qui est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais on s'est vraiment détaché socialement de toute idée de sacré, de religieux. Après, là où c'est dommage, c'est que finalement, ça peut être sacré sans être religieux. Tout à fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende. En fait. Oui, bien sûr. Oui, parce que je pars du principe qu'il y a quand même des choses qui sont assez bien faites dans la nature, qui sont presque du domaine presque du miracle parfois, ou en tout cas qu'on ressent de cette manière-là. Je pense que tout le monde est capable de ressentir... je pense que chaque parent qui voit son enfant naître ressent ça, peu importe finalement la religion ou les croyances. Alors que c'est une des choses les plus normales, puisque ça arrive tous les jours, mais ça n'en reste pas moins. Mais c'est ça, et en fait, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu finalement peut-être cette façon de concevoir justement les choses avec un peu plus de spiritualité, parce qu'on peut être spirituel sans être religieux, et puis on peut être spirituel et être quand même très cartésien. Oui. Je crois que ça veut juste reconnaître le fait que finalement il y a peut-être des choses du domaine du sensoriel qu'on est encore capable d'expérimenter et qui sont induites par notre propre histoire en fait finalement, et pas forcément codifiées ou mis dans des cases comme on aimerait bien le faire finalement dans notre société, j'ai l'impression. C'est accepter qu'il y a des choses qu'on n'explique pas mais qu'on perçoit pourtant, et qui, puisqu'on les perçoit, existent sous une forme quelconque. Et en fait, en travaillant sur ça, déjà moi personnellement, ça a fait date dans ma vie de mener cette cérémonie. Donc au-delà du travail d'artiste et de mettre en image ce moment, et ensuite de le mettre en forme avec le montage, avec du son, de faire dire encore autre chose aux images, de faire ressortir des symboles particuliers, etc. Cet acte, je l'ai vécu en tant que personne aussi, pas en tant qu'artiste. Et ça m'a amené à réfléchir sur cette évacuation de toute forme pas de toute forme, mais de beaucoup de formes de ritualisation, de rituels, d'actes de passage qui étaient soit personnels ou même collectifs, qu'on a, surtout au niveau collectif, on l'a énormément perdu, alors que je travaille beaucoup sur cet aspect cérémoniel et rituel, toujours en me basant sur des recherches. J'invente assez peu finalement dans les cérémonies, que c'est l'aspect performance de ma pratique. Puis c'est ce que je filme en fait. Tout ce que je mets en image, c'est ces cérémonies-là. En les montrant aux gens, je me rends compte que ça leur parle et que ça correspond à un besoin qu'ils ont. En fait, c'est un besoin humain de ritualiser certaines choses, certains moments de vie. Alors, il nous en reste quelques-uns. On fait, alors, ils sont beaucoup rattachés à la religion, mais par exemple le baptême, le fait de se marier ou célébrer des anniversaires. Ou même l'enterrement. L'enterrement, c'est hyper important pour
Puis après, il y a plein de manières de ritualiser en fait au quotidien. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas toujours compte qu'il y a plein de choses qu'ils font qui sont assez répétitives et qu'en fait, c'est une manière aussi de se rassurer. Enfin, ne serait-ce que, par exemple, pour s'endormir. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont des rituels pour pouvoir s'endormir le soir, pour pouvoir faciliter, ou alors le matin exactement, d'avoir une sorte de sas de décompression, ou au contraire, d'aller directement dans l'activité tout de suite. Enfin, voilà, on a tous des manières assez propres finalement de se réveiller, de se coucher, ou même de manger. Moi, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de petits rituels liés à la nourriture, où on mélange pas ci avec ça, où ça, faut que ce soit mangé de telle ou telle manière. Ou aussi les repas avec certaines personnes à certaines dates données. Enfin, voilà, on a besoin de ça, en fait, c'est humain. Ça nous permet d'avoir des repères, finalement, puis c'est des repères qui sont rassurants, en fait. C'est un peu comme le doudou quand on est enfant, on a besoin de se rassurer avec des rituels. Ou alors, si c'est pas pour se rassurer, notamment, je pense, pour les enterrements, c'est plus une manière de faciliter en fait quelque part l'adieu, le revoir et donc du coup ça permet peut-être d'apaiser. On a besoin de marquer des... En fait c'est ça, on a besoin de marquer d'une pierre blanche un moment T en fait parce que souvent, surtout avec la mort, c'est hyper difficile je trouve enfin je veux dire les premiers matins quand on a perdu quelqu'un, on se réveille, on se dit c'est pas possible en fait, c'est un cauchemar en fait, j'ai rêvé, c'est pas vrai. Le fait de l'acter quelque part, ça nous permet de se dire bon bah voilà, je suis à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et oui, c'est un processus psychologique qui est intérieur. Et en fait, tout ce qui est ritualisé permet d'extérioriser ça, potentiellement de le partager avec d'autres personnes. Oui, aussi s'autoriser en fait, de ressentir des choses vis-à-vis de ça, parce que du coup, c'est acté, c'est reconnu par justement l'ensemble de la société, puisque certains des rituels sont quand même encore pratiqués. Mais oui, c'est assez intéressant finalement qu'on ait perdu ça, mais qu'on en ait finalement autant besoin. Et oui, d'autant plus... je ne sais pas si c'est d'autant plus aujourd'hui, mais bon, en tout cas, je sens qu'il y a un vrai besoin chez les personnes. Il y a une vraie volonté, je crois, de trouver des points d'ancrage et de se ressourcer et de se rapprocher, justement, de s'enraciner à certains endroits, peut-être, des gens, que ce soit à plusieurs ou que ce soit d'abord seul, puis après avec d'autres personnes. J'ai quand même l'impression qu'on a quand même toujours besoin de se sociabiliser. Et il y a notre société... Cet angle social avec un partage de se sentir validé un peu dans un certain sens ou de sentir que ce que je ressens d'autres personnes le ressentent aussi oui, parce que ça pèse la... C'est ça. Parce que c'est fou, je trouve, la manière dont on ressent les choses. On a toujours l'impression d'être seul au monde, en fait, à ressentir ces choses-là, alors que finalement, le fait d'en parler, ça nous permet de nous rendre compte que non. Et en plus, c'est hyper rassurant. Je trouve que c'est très, très rassurant, même si c'est des douleurs ou des choses comme ça, c'est rassurant de se dire je ne suis pas seule, en fait. Il y a des gens qui peuvent me comprendre. En plus, je crois qu'on a besoin d'être compris. En fait. On a besoin de partager, on a besoin d'être compris. Et je crois que les rituels, ça permet ça aussi. Ça permet un moment de partage et de compréhension totale de plusieurs individus ensemble. Je trouve que c'est assez important. Et donc, moi, finalement, le processus, il est assez raccord avec tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est un besoin intérieur qui m'est propre, qui est personnel. Je le vis, parce que les cérémonies, en général, je les conduis dans la nature seule, voilà, isolée. Je fais mon truc, je suis dans mon espace que je me crée, dans mon espace-temps. Et puis ensuite, puisque je l'ai capté en vidéo, cet espace-temps, je le transporte. Et c'est à ce moment-là que je le partage avec d'autres, je le montre. Et j'ai beaucoup de retours là-dessus, sur moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Et j'ai eu envie, au bout d'un moment, à force de montrer des choses auxquelles je participais seule, d'essayer de conduire une cérémonie comme ça, mais pour d'autres personnes. Et en octobre dernier, j'ai eu l'occasion de le faire pour la première fois, où j'ai intégré un rythme de pas, c'est une danse, une ronde qui se danse depuis le Moyen-Âge à peu près, qui s'appelle la ronde des lavandières. Et j'avais mon petit chaudron, là, je le montrerai tout à l'heure, où j'avais récupéré des cendres de la cheminée de ma grand-mère qui venait de décéder 15 jours avant. Et
c'était les dernières cendres du dernier feu avec lequel elle s'était chauffée. Voilà, les lavandières, ma grand-mère, elle avait le linge dans le ruisseau qui passe en bas de chez nous. Les cendres étaient utilisées pour faire de la lessive. Le chaudron, on fait bouillir des choses dedans. Donc, il y avait tous ces symboles-là. On était en ronde, tous ensemble. Et j'ai fait passer le chaudron autour des gens, où je leur ai demandé de se concentrer sur leurs mains autour du chaudron et de faire partir quelque chose dont ils ne voulaient plus, qui les bloquait dans leur vie. Ensuite, on a tapé avec les pieds, on se tenait tous comme ça, bras dessus, bras dessous. Surtout depuis le Covid, on est dans une société où on ne se touche plus du tout. Donc là, d'être serrés les uns contre les autres dans une ronde, de taper des pieds sur le sol avec ce rythme qui fait partie de nous, de notre culture depuis au moins le Moyen-Âge. C'est assez puissant aussi, mine de rien. Et on a ancré dans le sol, voilà, c'est bon. Là, maintenant, ce dont on veut plus, c'est parti. Et maintenant, on va sur le chemin exact qu'on veut. Et bon, moi, je me suis dit, moi, je suis dans mon délire. Donc, quand je fais ce genre de truc, pour moi, ça marche parce que psychologiquement, je suis dedans et tout. Et puis, en plus de ça, il y a des personnes qui ont participé. J'avais eu l'occasion de discuter un peu avant. C'était des gens très, très cartésiens. Il y avait même une personne qui m'avait dit, moi, je suis anticléricale et tout. Donc, j'étais un peu surprise quand il s'est proposé pour participer au truc. Et en fait, il m'a dit, mais ça m'a fait vachement de bien. Et j'ai recroisé 2 semaines après une des filles qui avait participé. Elle m'a dit, mais écoute, je crois que ça a marché. En tout cas, ça m'a remotivée. Là, je suis repartie dans ma vie. C'est cool. Et ça m'a presque surprise parce que je m'attendais pas à avoir ce retour-là. Oui, donc dans cette première vidéo qui a un petit peu tout commencé, il y a cet aspect cérémoniel qui est très fort, mais il y a aussi l'aspect de me mettre en scène. Alors bon, au début, c'était assez instinctif, c'était pas très réfléchi. Je me suis dit, c'est pour des raisons pratico-pratiques, comme ça je peux tourner toute seule, j'ai pas besoin de faire appel à... Je m'étais détachée du fait d'avoir une équipe en ayant une petite caméra ultra légère, un pied ultra léger, qui génère du Wi-Fi et que je peux avoir en retour sur mon téléphone portable. Comme ça, je peux même, ça me sert de télécommande, je peux même le mettre en route à distance. Donc là, je suis autonome. J'ai pas de son, donc le son, j'en fais, mais après, en désynchro, en fait. Les pièces sonores, elles sont détachées de la vidéo et elles sont diffusées sur un autre... elles ne sont pas diffusées en même temps. Et je fais en sorte qu'elles ne fassent pas la même durée non plus pour que ça se désynchronise au fur et à mesure des boucles, qu'on ne regarde pas toujours les mêmes images avec exactement la même partie du son et que ça... Oui, que l'ambiance, elle évolue finalement. Voilà. Les images et le son. Oui, exactement. Merci pour cette conversation. Et du coup, où est-ce qu'on peut voir ton travail prochainement ? Alors, mon travail, on peut le voir en permanence ici dans cet atelier. C'est sur rendez-vous, il suffit de nous demander, soit à Lorraine Roustin, soit à moi, par mail ou sur nos réseaux sociaux, à visiter notre atelier. Et à partir du 15 février, j'expose à la Mécanique des fluides à Toulouse jusqu'au 15 mars, donc pendant 1 mois. Une série que j'ai encore jamais présentée, qui met en scène des fées, puisque je travaille beaucoup sur la figure de la fée telle qu'elle est représentée dans les légendes pyrénéennes. Donc je suis venue révéler quelque part dans le paysage. J'ai travaillé sur des présences qu'on capte à un niveau sensoriel et corporel, mais qu'on ne voit pas. C'est une série que j'ai entamée quand j'étais dans une période de deuil. Donc j'allais dans la nature photographier des arbres, puisqu'on en parlait tout à l'heure, parce que j'avais besoin de me concentrer sur autre chose et de marcher dans la montagne pour vivre ce processus de deuil. Et
Ces photos, je pensais pas en faire grand-chose au début. Je pensais les prendre juste pour les prendre parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et puis finalement, voilà, les faits qui sont là quelque part, comme les légendes le racontent, ou les personnes, les personnes de notre entourage, une fois qu'elles sont parties, il en reste quelque chose en nous, mais moi j'ai l'impression corporellement il nous reste quelque chose de la personne et cette idée de présence qui reste, même si le corps physique a disparu, cette capacité à certains moments de ressentir comme si la personne elle était encore avec nous. Voilà, j'ai vu une sorte de parallèle à faire. Dans ces photos de paysages d'hiver où il y a de très belles lumières pourtant qui viennent illuminer un peu ces paysages qui peuvent paraître désolés comme ça de prime abord, de venir y intégrer ces fées qui surgissent comme ça, des formes un peu humanoïdes non identifiées et qui sont là et qui nous accompagnent, qui n'ont pas forcément quelque chose à nous dire, mais qui simplement sont là. Voilà, j'ai voulu travailler sur ça, beaucoup expérimenter sur la matière, pousser un peu cette expérimentation-là pour ce travail. Et voilà, il me tarde de montrer ça j'ai hâte de voir ça aussi. À un public. Et puis en plus, là, on est sûr que ça va, je pense, parler à beaucoup de personnes. Je crois qu'on a tous un peu envie, même si on est très cartésien, je crois qu'on a tous envie d'un peu d'extraordinaire et d'avoir envie de croire à des choses peut-être un peu... Enfin voilà, ça peut être... Bon, c'est la poussière devant la caméra, oui. C'est le reflet dans la lentille. C'est un orbe. Exactement. Lumineux. On les appelle comme on veut. Oui, mais, c'est ça. Mais je crois qu'on a tous envie, quand on regarde des vidéos, de se dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est d'avoir cette espèce d'apparition fantomatique finalement. Et bon, puis pour le coup, malheureusement, le deuil, c'est une expérience humaine universelle. Bon, j'espère en tout cas que la forme que j'ai choisie pour en parler... En tout cas, sûr que ce sera un motif de discussion, j'imagine. En tout cas, peut-être moteur de réflexion, même si on exprime le deuil différemment les uns les autres. Mais en tout cas, sûr que ça va questionner les gens autour de leur propre expérience du deuil. I know when he come, he ain't